Bonjour, je suis vraiment désolée que vous soyez si nombreux et que vous n'ayez pas... Vous m'entendez-vous tout au fond dehors? Et non, je pense que le micro ne va pas jusque dehors. Je suis vraiment désolée, vous êtes nombreux aujourd'hui à venir pour nous écouter, puisque nous allons débattre aujourd'hui du thème très important, des thèmes très importants qui consistent, depuis la loi Elan, en des modifications tant au plan des pouvoirs du conseil syndical qu'au plan des obligations nouvelles du syndic. Donc, je me présente, Laurence Guégan-Gélinel, je suis avocat au barreau de Paris. Et nous allons discuter aujourd'hui avec monsieur Loïc Quentin, président adjoint de la FNAIM, qui est à ma gauche. Et à ma droite, David Rodriguez, juriste du CLCV, de la CLCV. Je vous laisse vous présenter la CLCV rapidement. Alors, je crois qu'il faut appuyer sur le bouton. Il faut appuyer dessus. Appuie dessus. C'est bon? Ça marche. il faut que le bouton soit éteint pour que ça marche en fait. CLCV, on a un stand ici, c'est Association de consommateurs et de copropriétaires, donc consommation, logement et cadre de vie. Voilà, et la FNAIM n'est plus à présenter, je crois. Donc nous allons commencer par les nouveaux pouvoirs du conseil syndical. Puisque vous savez que puisque depuis le 30 octobre 2019, l'ordonnance de réforme du droit de la copropriété, qui est intervenue en vertu de la loi Elan du 23 novembre 2018, a profondément modifié les pouvoirs du conseil syndical et en particulier également pas mal d'obligations du syndic. Nous allons donc commencer par le conseil syndical et notamment en ce qui concerne sa composition, puisque aujourd'hui, dans la mesure où c'était une demande, je crois, de la part de certains copropriétaires, les ascendants et les descendants des copropriétaires peuvent être membres du conseil syndical désormais. Donc je crois que c'était une demande, non? En ce sens ? Oui, nous on avait demandé à plusieurs reprises à ce qu'un copropriétaire puisse mandater, on va dire, ses proches familiaux pour participer au conseil syndical. Il y a des raisons très pratiques à cela, notamment dans certaines copropriétés où vous avez copropriétaires qui peuvent être un petit peu âgés, et dans ce cas-là, ils ont un peu envie de passer le relais. On sait très bien comment ça se passe, hein. Il y a le petit fiston qui est là, ou la fille qui dit bah tiens, lis un peu les documents du syndic parce que moi j'ai plus le temps ou j'ai envie de faire autre chose. Et de fait, on voit dans certaines copropriétés où c'est davantage les enfants qui sont impliqués dans le conseil syndical. Dans d'autres copropriétés à forte composition étrangère avec une population maîtrisant peu le français, là encore, c'est souvent les enfants qui sont au conseil syndical. Donc c'est vrai que ça paraissait intéressant qu'il y ait cette possibilité d'ouverture, sachant que de toute façon, c'est l'Assemblée générale, bien évidemment, qui a le dernier mot, et c'est l'Assemblée générale qui nous dira à la fin si, oui ou non, on accepte que ce soit le fils ou la petite fille du copropriétaire qui soit membre du conseil syndical. Alors par contre, vous verrez qu'il n'est pas imposé que les ascendants ou descendants aient leur résidence principale dans l'immeuble. Puis surtout, c'est vrai que le texte est muet sur un point, et c'est un petit peu dommage, c'est que se pose toujours la question, est-ce qu'il y a nécessité ou non pour le copropriétaire en question de délivrer un mandat à son descendant ou ascendant. À l'état actuel, par exemple, vous avez le conjoint du copropriétaire qui peut être également au conseil syndical. À ceci près que, notamment dans le cadre de l'achat d'un bien en propre, il faut que le copropriétaire délivre un mandat à son conjoint pour dire je ne vais pas me présenter moi-même au conseil syndical, donc monsieur ou madame peut effectivement représenter le lot. Là, les textes sont muets. Non seulement on n'a pas confirmé la jurisprudence ou non dans le cas de l'ordonnance sur le besoin du mandat, et puis surtout, est-ce qu'il faudra ou non un mandat pour les ascendants ou descendants? Je conseillerais de le faire. Oui. Oui, je veux réagir effectivement sur cette disposition. C'est vrai que si le texte au préalable empêchait les ascendants et descendants d'être membres du conseil syndical, bien évidemment, c'est somme toute logique, une personne âgée peut effectivement déléguer son pouvoir à son fils. Mais ce qui est particulier et ce qui n'est pas singulier quand même dans cette nouvelle rédaction, c'est que
Aujourd'hui, on a étendu des restrictions. Si ces restrictions concernaient avant les ascendants ou descendants ou les parents en ligne collatérale, aujourd'hui, on a rajouté effectivement le syndic, bien évidemment, qui ne peut pas être membre du conseil syndical, mais les préposés, leur conjoint, le conjoint du syndic, le concubin, et leurs parents en ligne collatérale, donc jusqu'au deuxième degré. C'est-à-dire qu'il y a des restrictions extrêmes. On a même à un moment parlé de troisième degré, effectivement. C'est-à-dire qu'on... Alors, mais ça pose quand même des difficultés. Prenez par exemple une collaboratrice qui est copropriétaire dans une copropriété et elle ne peut pas être membre du conseil syndical. Voilà, il y a quand même des restrictions extrêmement fortes, c'est-à-dire pour éviter tout lien entre le syndic et entre un nouveau membre du conseil syndical, le syndic, ce qui paraît aussi logique. Voilà, donc c'est une restriction qui a été apportée et qui était quand même une restriction d'importance. Après, il y a une cohérence dans la liste, parce que l'ordonnance remet en cohérence, en quelque sorte, les personnes qui ne peuvent pas être membres du conseil syndical avec précisément la liste des personnes qui ne peuvent ni présider l'Assemblée générale, ni recevoir de mandat. Donc, lorsque vous comparez les deux textes, vous verrez qu'effectivement, c'est plus ou moins les mêmes personnes qui peuvent ni présider l'AG, ni être membres du conseil syndical, donc notamment le syndic, ses préposés et les proches du syndic ou de ses préposés. Alors, grande déception de la CLCV quand même sur ce dispositif. Un grand absent du conseil syndical, si cher à David Rodriguez, est demandé, d'ailleurs sollicité, il entendait effectivement qu'un locataire pouvait être membre du conseil syndical, chose que les professionnels, effectivement, sont farouchement opposés, compte tenu qu'ils considèrent qu'il n'y a aucun lien entre le locataire et la propriété. Non, la question, c'était est-ce qu'un bailleur peut mandater son locataire, l'Assemblée générale étant libre ou non après d'avaliser la candidature qui est faite. Lorsqu'on est dans un immeuble où il n'y a que 10 copropriétaires sur les 10, il y en a 5 qui ne s'impliquent pas, sur les 5 autres, ils sont tous bailleurs, c'est vrai que c'est parfois difficile d'avoir un conseil syndical qui est assez pertinent. Donc si on a quelqu'un de bonne volonté qui peut avoir des compétences techniques, comptables, juridiques, et que l'Assemblée générale se dit finalement pourquoi pas, l'idée, c'est pas d'imposer, l'idée, systématiquement, c'est de le permettre. Là, on ne le permet pas. Enfin bon. Bon, là, le permettre. Mais il aurait fallu effectivement un pouvoir très restreint, parce qu'on imagine mal le locataire orienté, effectivement, ou conseiller au conseil syndical d'organiser des travaux, de décider de travaux, de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée générale quand celui-ci n'y contribue pas. C'est une grande facilité exemplaire, je pense. Enfin. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même des risques de conflit d'intérêts. Absolument. On va peut-être passer au sujet suivant. Je vais aller très suivant. longtemps sur la conflit d'intérêts, donc je vais pas rebondir, c'était le mot qu'il fallait pas dire en fait. Moi, je suis toujours parti du principe que les copropriétaires et locataires avaient les mêmes intérêts, ne serait-ce qu'il faut que les charges soient maîtrisées, moins charges possible, et qu'il y ait l'entretien des parties communes. Donc bon, voilà. Alors, moi, j'ajouterais quand même une petite réserve. Je voudrais juste ajouter juridiquement une légère réserve. C'est tout de même ce que vous disiez, c'est-à-dire que si le locataire contribuait à la totalité des charges, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les charges locatives et les autres. Tout à fait, mais au sein du conseil syndical, il agit sous le mandat de l'Assemblée générale et donc ses décisions sont plafonnées par D'ailleurs, on va le voir effectivement, le mandat donné par l'Assemblée générale au conseil syndical qui est beaucoup plus développé maintenant. Alors on va passer au sujet suivant qui est l'obligation de mise en concurrence qui est fondamentalement transformée depuis l'ordonnance. Donc, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, que cette ordonnance ne rentrera en application que le 1er juin 2020. Donc, pour l'instant, on est encore dans la loi ancienne. Mais donc, cette obligation de mise en concurrence a été modifiée, puisque vous souvenez que le conseil syndical devait mettre en concurrence le contrat de syndic tous les 3 ans et il avait l'obligation d'en être dispensé et par l'Assemblée générale qui devait se tenir juste avant celle qui devait voter le renouvellement du contrat du syndic ou la désignation d'un nouveau syndic. Désormais, c'est complètement différent. La loi nous dit bien que c'est juste à titre d'information, en vue de l'information de l'Assemblée générale, que la mise en concurrence par le conseil syndical est effectuée, donc, et sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d'irrégularité de la décision de désignation du syndic. Donc c'est une confirmation de la jurisprudence qui déjà s'était établie sur ce point-là. À savoir qu'il n'y a pas de sanction par le risque de voir annuler l'Assemblée générale qui désigne le syndic, la résolution qui désigne le syndic, si jamais aucune mise en concurrence n'ait été faite et que le conseil syndical n'avait pas obtenu d'être dispensé de cette mise en concurrence. L'obligation de dispense de la mise en concurrence disparaît également, puisque le texte nous dit maintenant que le conseil syndical
peut inscrire la demande de dispense à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, toujours celle qui précède la désignation du syndic professionnel. Et ce n'est pas le syndic qui inscrit la demande, c'est le conseil syndical désormais. En tout état de cause, il n'y a plus du tout de conséquences a priori sur l'absence de mise en concurrence. Alors je ne sais pas si vous souhaitiez... Bon, mais c'est tout à fait ça. Hein. On s'interrogeait effectivement quelles étaient les conséquences de l'absence de mise en concurrence. Puis après, il y a eu de la jurisprudence sur le sujet, à savoir, il n'y en a pas en termes de conséquences. Ce qui pouvait être logique dans un sens, parce que ça sous-entendait que le conseil syndical aurait pu, de par son propre comportement, influer sur la validité de la désignation du syndic en s'abstenant volontairement de faire une mise en concurrence. Donc j'irais sur ce point, ça s'entend. Après, c'est vrai que le nouveau dispositif fait perdre un petit peu de son intérêt peut-être au principe de mise en concurrence systématique, dans la mesure, indépendamment du fait qu'il n'y ait pas de sanctions, ça on le savait depuis quelque temps, mais également que ce soit le conseil syndical lui-même qui va s'auto-saisir et demander l'inscription de la résolution. Moi j'étais plutôt favorable, enfin voilà, je trouvais que c'était plus intéressant quand c'était le syndic qui devait obligatoirement insérer la question à l'ordre du jour, parce qu'au moins le débat avait lieu au sein de l'Assemblée générale. Et si les copropriétaires étaient contents de leur syndic et satisfaits, le débat, il n'y en avait pas et c'était réglé en 3 minutes. Là, maintenant, c'est le conseil syndical. Alors, si on est sur des copropriétaires consciencieux, bon, ils vont poser. Mais si parfois on a des copropriétaires, conseils syndicaux qui sont un petit peu plus laxistes ou qui peuvent avoir de trop bonnes relations avec leur syndic, effectivement, là, ça fait perdre sa pertinence au dispositif. Je pense pas, David, qu'il puisse y avoir des copropriétaires laxistes. C'est pas ça la copropriété. Je sais pas s'il y a des laxistes parmi vous, mais je pense que quand vous avez envie de changer de syndic, vous effectivement saisissez de la question et je pense que ce sont des points qui sont abordés en conseil syndical. Alors c'est vrai, le rendre de façon obligatoire et systématique, est-ce que c'était une bonne chose? On a vu maintes fois les conseils syndicaux, mais attendez, mais faut le faire, faut-il le faire? Mais encore, faut le remettre à l'ordre du jour et voilà, une consultation de syndic et des syndics qui ne feraient que ça, d'ailleurs, de répondre effectivement à une nouvelle sollicitation. Je pense qu'aujourd'hui, le texte tel qu'il est rédigé, au moins amène une clarification. C'est même que si la jurisprudence avait précisé que ça n'entraînait pas la nullité du mandat du syndic, c'est bien de l'avoir écrit. Les choses sont claires et ainsi on ne reviendra pas là-dessus parce qu'il y avait toujours le risque d'avoir une procédure d'annulation d'une désignation à défaut de mise en concurrence. Je rappelle quand même que le texte précédent demeure, et à savoir qu'en dehors du conseil syndical, eh bien, tout copropriétaire, je dirais, dispose de la faculté d'inscrire à l'ordre du jour la désignation d'un syndic. Et c'est permis à tout moment et à tout copropriétaire, sauf les locataires bien entendu, mais à tout copropriétaire pendant le cours de l'année de l'exercice, à inscrire un ou plusieurs mandats et en envoyant une lettre recommandée à son syndic, qui le fera bien évidemment et remplira ses obligations. Autre nouveauté, la délégation de pouvoir conventionnel donnée par l'Assemblée générale au Conseil syndical. Alors c'est une nouvelle possibilité qui s'ajoute à celle qui reste encore maintenant, qui est celle de la délégation de pouvoir qui est donnée parfois par l'Assemblée générale au Conseil syndical pour un acte déterminé ou pour une décision déterminée avec un quantum précis et pour ce qui concerne un acte précis. Ça reste encore. Mais il y a une nouvelle aussi délégation de pouvoir, donc qu'on pourra désigner en disant qu'elle est conventionnelle, celle-ci, puisque en fait c'est l'Assemblée générale qui va décider de confier au Conseil syndical tout ou partie des décisions qui relèvent de la majorité simple de l'article 24. Alors, il y a certaines conditions qui sont mises en place, c'est-à-dire que ça n'est possible que si le Conseil syndical est au moins composé de 3 membres, pour que effectivement la décision puisse être prise par quand même un nombre suffisamment important, et puis surtout un nombre au moins peut-être pair, si c'est possible. La délégation doit être prise à la majorité de l'article 25, la majorité des voix de tous les copropriétaires, ce qui est quand même normal, d'ailleurs comme la majorité pour la délégation classique. La délégation, par contre, ne peut pas porter sur toutes les décisions prises relevant de la majorité simple. Certaines décisions plus importantes ne peuvent pas être prises de cette façon, notamment l'approbation des comptes. Enfin, il y a 3 types de décisions: l'approbation des comptes, la détermination du budget prévisionnel et l'adaptation du règlement de copropriété dans le cadre de l'ancien article 49. On ne peut pas confier ce genre de décision
au conseil syndical, mais l'Assemblée générale peut confier toutes les autres décisions, partiellement ou totalement. Simplement, elles sont limitées dans un certain nombre de choses, dans leur quantum et dans leur durée. C'est-à-dire que le conseil syndical ne peut la délégation est limitée dans son montant. C'est-à-dire qu'on doit indiquer quel est le montant maximum de la délégation pour mettre en œuvre la décision. Elle doit être limitée dans le temps. C'est-à-dire que le maximum, la délégation est limitée à un délai de 2 ans. On ne peut pas donner une délégation supérieure à 2 ans. Mais cette durée peut être renouvelable par une autre décision expresse de l'Assemblée générale. Et compte tenu du risque pris par les conseillers syndicaux dans ce type de délégation conventionnelle, il y a désormais une obligation d'assurance des membres du conseil syndical en assurance de responsabilité civile. Alors je pense que vous avez peut-être envie de commenter un petit peu ces mesures. Ah oui, donc c'est l'une des innovations de l'ordonnance, donc la délégation conventionnelle au conseil syndical. C'est vrai que le montant est limité, défini par l'Assemblée générale, mais ce montant lui-même n'est pas du tout plafonné. C'est-à-dire qu'il est indépendant du budget prévisionnel, et si vous avez un budget de 50 000, sur le principe, en théorie, rien ne vous empêche de faire une délégation du même montant, voire à 60 000 € auprès du conseil syndical. En tout état de cause, il faut bien faire attention, c'est que ce n'est pas un chèque en blanc, en quelque sorte, et c'est à l'Assemblée générale et aux copropriétaires d'être assez vigilants sur ce point, savoir quelles sont les opérations et les prestations qui vont être effectuées par le conseil syndical à ce titre. L'idée du législateur ou des rédacteurs d'ordonnance, c'était de faciliter la réalisation de travaux. Bon, article 24, on est surtout sur de l'entretien. Donc entretien, petites réparations qui sont comprises dans le budget prévisionnel, mais dans l'absolu, ça peut être des opérations plus importantes. Un simple ravalement de façade sans isolation de thermique, donc un simple ravalement de façade, pourrait dans l'absolu être décidé dans le cadre d'un mandat conventionnel, d'une délégation conventionnelle. Donc il faut être vigilant et notamment, donc, du coup, anticiper les problématiques liées au financement. C'est-à-dire que le conseil syndical ou les copropriétaires ne doivent pas voter une délégation s'ils n'ont pas pensé au préalable au financement et au surcoût que cela peut entraîner pour les copropriétaires. Donc il faut vraiment bien articuler, on va voir en pratique comment cela va se passer. Juste un point, je pense, mais à voir que, à mon sens, même si c'est pas forcément bien inscrit dans le cadre du conseil syndical, je me demande si l'obligation d'assurance n'est maintenant plus systématique, vu qu'on l'a dans un article qui a été supprimé. Par contre, l'article a été supprimé, cet article 15. Non, sur le conseil syndical, il me semble que maintenant on est dans le cas de l'ordonnance sur une obligation d'assurance systématique, même si l'ordre des textes laisse penser que ce sera dans le cas de la délégation conventionnelle. Moi, il me semblait que c'était lié à cette délégation conventionnelle, mais de toute façon... À voir ce que la pratique dira et la doctrine également. Oui, je voudrais rajouter, vous donner un petit peu le contexte, comment nous en sommes arrivés là, parce qu'il faut savoir que lorsque une loi est présentée ou une ordonnance effectivement adoptée, il y a toujours une concertation. Et je crois que les organisations professionnelles, les organisations de consommateurs, des juristes, différentes personnalités civiles ont toujours été auditées dans le cadre de la préparation, notamment de ces ordonnances. Et à ce titre, ce qui est important, c'est de rappeler le contexte précédent. Nous étions face à une situation où un projet avait vu le jour, qui avait été, pour le nommer le projet Gréco, qui prévoyait dans les copropriétés de plus de 100 lots, notamment, de prévoir un conseil d'administration, notamment pour gérer les ensembles immobiliers plus importants, et mettre fin à cette difficulté de s'engager sur des travaux, de contraindre le syndic à convoquer une assemblée générale lorsque des travaux étaient rendus nécessaires et qui n'étaient pas inclus dans le budget, qui n'avaient pas fait l'objet d'adoption. Ça aurait pu être un système qui fonctionnait. Les professionnels, eux, ont proposé notamment un conseil syndical doté de pouvoirs élargis, ce qui semble effectivement mieux adapté et plus souple qu'une formule de conseil d'administration, et notamment permettant à l'Assemblée générale souveraine, et consciente notamment des travaux à laquelle les copropriétaires pourraient être exposés dans l'année, de décider d'un budget qui est à disposition du conseil syndical pour organiser des travaux, et notamment ces travaux peuvent être listés. Donc je crois que c'est une vraie avancée, et éviter notamment, je dirais, la rigidité, le contexte un peu trop hermétique et fermé
du fonctionnement de la copropriété dans certains cas et évitant notamment, permettant une décision plus accélérée de travaux sans avoir à attendre l'Assemblée générale. C'est ça qui est important. Bon, il ne s'agit pas, je pense que personne, aucun conseil syndical n'ira s'aventurer à demander une enveloppe de 50 000 € pour faire des travaux de ravalement. Je crois que là, les copropriétaires sont quand même juges et ont leur mot à dire au moment de l'Assemblée générale sur l'enveloppe budgétaire qui sera adoptée. Oui, et effectivement, l'ordonnance a prévu des garde-fous, notamment en ce qui concerne les conditions de majorité de l'adoption par le conseil syndical des décisions pour lesquelles elle a reçu une délégation, puisque la majorité du conseil syndical, c'est la majorité des membres du conseil syndical et pas la majorité des présents et représentés au conseil syndical, heureusement. Et puis le président du conseil syndical, en cas de partage des voix, si jamais il y a un partage, à voix prépondérante. Donc c'est une majorité absolue, ce qui est quand même ce qui est normalement un vrai garde-fou. Pareillement, il y a une obligation pour le conseil syndical de rendre un rapport à l'Assemblée générale en vue de l'information des copropriétaires, et ce rapport doit être fait lors de l'Assemblée générale d'approbation des comptes, puisque là, le conseil syndical doit rendre compte finalement de sa délégation et de l'exercice de sa mission. Et puis un rapport écrit ou oral, on ne sait pas, l'ordonnance ne le précise pas, doit être fait en vue de l'information des copropriétaires. Voilà, et c'est vrai que finalement, cette délégation conventionnelle va même presque au-delà de ce que le Gréco avait prévu au plan du conseil d'administration. C'est-à-dire que c'est véritablement une grande souplesse et qu'il va falloir faire preuve un peu d'inventivité de la part des syndicats de copropriétaires pour pouvoir véritablement utiliser ce nouveau mécanisme très intéressant. Nouveau mécanisme encore, l'action que l'on dénomme l'action dans un jargon latin ut singuli, qui est l'action que peut maintenant engager le conseil syndical à l'encontre de son syndic en place, dans des conditions qui sont définies par l'ordonnance. Une action en responsabilité en cas de carence ou d'inaction du syndic. Le président du conseil syndical, sur délégation expresse de l'Assemblée générale, en application d'un article 25 petit i de la loi, peut désormais engager une action à l'encontre du syndic, une action responsabilité. Alors je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire sur cette nouvelle action qui est mise en place pour quelle raison donc ? Situation de fait, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, lorsque vous avez une copropriété qui veut engager la responsabilité de son syndic, en fait, le syndic étant le seul représentant légal de la copropriété, étant le seul habilité à exercer les actions en justice pour le compte de la copropriété, à la représenter, vous allez demander à votre syndic de s'auto-assigner. C'est un petit peu difficile, et en plus, au-delà du conflit d'intérêts, où il va recevoir ses propres conclusions, plus également celle de la partie adverse, qui est à savoir celle de la copropriété, dans les faits, c'est impossible. Donc, de fait, il était extrêmement difficile d'engager la responsabilité d'un syndic en place. On pourrait toujours dire, oui, il faut changer de syndic. À ceci près que parfois, en copropriété, là aussi, c'est pas facile. Et l'absentéisme toujours croissant en assemblée générale peine de plus en plus, parfois, à adopter ce type de résolution. Donc, du coup, face à ce constat qui a été mis en avant par de nombreuses associations, il y a eu cette action qui a été créée dans le cadre de l'ordonnance qui permet, effectivement, à un conseiller, au président du conseil syndical, d'agir pour le compte de la copropriété, aux frais de la copropriété, en justice, en responsabilité du syndic. Alors théoriquement, après, lorsque cette action est engagée, le syndic, normalement, devrait songer à prendre sa démission, sauf si on est dans le cadre d'un règlement de compte personnel, mais il ne faut pas oublier qu'on est sûr que ça arrive parfois des relations assez conflictuelles et pas forcément objectivement lié entre le conseil syndical et le syndic. Après, voilà, il ne faut pas oublier qu'on a quand même l'onction de l'Assemblée générale au préalable dessus, et c'est elle qui va autoriser ou non le conseil syndical, le président plus exactement, à agir en justice. Alors si le président du conseil syndical ne reçoit pas de délégation expresse sur ce point, ou s'il n'existe pas de conseil syndical plutôt, c'est à défaut de conseil syndical plutôt, que les copropriétaires, représentant au moins un quart des voix de la copropriété, peuvent engager l'action eux-mêmes, sans besoin de se voir consentir une délégation donc, de l'Assemblée générale. Alors, c'est vrai que la notion de carence et d'inaction ont déjà été définies par la jurisprudence. Donc carence, ça veut dire un syndic qui n'exerce pas correctement ses obligations.
une action, c'est à peu près une carence véritablement avérée, puisque le syndic ne fait rien. Simplement, les dispositions de l'ordonnance contiennent quelques dispositions interpellent un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'ordonnance nous dit que, à défaut, si jamais le syndic est condamné, les frais de procédure qui ne seront pas mis à la charge du syndic par la décision de justice seront, lorsque le juge aura déclaré l'action bien fondée, payés par le syndicat des copropriétaires. Sauf que, à contrario, si jamais l'action n'était pas déclarée bien fondée, on se demande ce que deviendraient ces frais de procédure. Alors, en ce qui concerne le président du conseil syndical, qui a été désigné par l'Assemblée générale pour engager cette action, il reçoit une mission. On voit mal comment les frais de procédure pourraient rester à sa charge, d'autant que les dispositions de l'article 27 du décret prévoient bien que tous les frais qui sont nécessaires pour la mission du conseil syndical sont à la charge du syndicat des copropriétaires et payés par le syndic. Donc finalement, on aurait un petit peu une procédure à deux vitesses. Vous me direz ce que vous en pensez. Si c'est le président du conseil syndical qui reçoit mission de l'Assemblée générale, ses frais seront remboursés même si le syndic n'est pas condamné in fine. En revanche, si c'est les copropriétaires qui prennent l'initiative de la procédure, eux-mêmes seront finalement obligés de payer leurs propres frais de procédure si jamais la procédure n'aboutissait pas à l'encontre du syndic. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était ça, notamment dans le cadre des discussions, à ceci près qu'initialement était envisagé de laisser la possibilité à un ou plusieurs copropriétaires d'exercer cette action de Saint-Gouli en présence ou non d'un conseiller syndical. Là, les deux sont liés. Et en fin de compte, le distinguo était là, à savoir, dans la mesure où il y a l'onction de l'Assemblée générale, donc les copropriétaires ont mandaté le président du conseil syndical, donc les frais sont pris en charge, parce qu'il y a cette décision d'Assemblée générale. Donc fatalement, on ne va pas dire après au président du conseil syndical, on t'a mandaté, on n'aurait pas dû, on a perdu, donc c'est toi qui payes les pots cassés. Ça paraîtrait un petit peu difficile de le faire. Par contre, vu que l'action des copropriétaires en l'absence de conseil syndical est, elle, autonome, indépendante de tout mandat de l'Assemblée générale, pour le coup, comme ça devient une initiative personnelle en quelque sorte, il y a une cohérence. Il n'y a pas de mandat de la collectivité, donc c'est eux qui supportent les risques. Donc ils vont être un peu dissuadés d'engager des actions de façon téméraire, les copropriétaires en question. Et c'est à défaut de conseil syndical, en effet. Mais c'est risqué. Oui, c'est risqué, mais enfin bon, de toute façon, dans tous les cas, il vaut mieux conseiller aux copropriétaires d'avoir un conseil syndical. Bon, je pense que c'est une disposition qui ne nous a pas interpellés, choqués. Je pense que si par le passé, les copropriétaires à titre individuel pouvaient engager une action contre le syndic, notamment sur un préjudice concernant l'utilisation de leur lot, là, ça concerne les parties communes. Je prends un exemple. Un syndic qui ne fait pas diligence pour faire déclarer un sinistre au titre de la dommage ouvrage alors qu'on arrive en fin de période décennale, il ne veut pas agir, le conseil syndical aura pouvoir effectivement d'engager une action contre le syndic. Ça me paraît normal. Et là, David Rodriguez a raison en disant avant, le syndic ne pouvait pas s'auto-assigner. Et en ce sens-là, je crois que c'est une délégation de pouvoir, une extension de pouvoir du conseil syndical de le proposer à l'Assemblée générale et notamment de faire adopter cette résolution et cette action, je pense. C'est une bonne évolution du droit de la copropriété. Je crois qu'on est d'accord que c'est une bonne évolution, cette ordonnance. Tout à fait. Sur ce point, oui. J'essaye de vous faire dire des choses que vous ne voulez pas dire. Mais on est souvent d'accord ensemble. J'ai remarqué. Nous passons peut-être au sujet concernant plutôt le syndic. Donc, en ce qui concerne le mandat du syndic, il y a aussi quelques petites modifications. En ce qui concerne notamment sa mission. Je crois que Loïc Quentin n'allait pas me détromper. Il y a quand même une innovation importante en ce qui concerne les prestations du syndic définies par cette ordonnance. Et je crois que les syndics attendaient ça depuis très longtemps. Alors, oui, ça a été effectivement une démarche progressive au cours des concertations. Je dois déjà dire sur le mandat de syndic, il y a quand même une fiche qui est importante, c'est la fiche synthétique. Je pense que c'était d'ailleurs une proposition des professionnels. David ne démentira pas sur ce point. D'ailleurs, ce qui avait été abordé pendant les débats sur la loi Allure au moment de l'élaboration du contrat type, c'est-à-dire permettre, on le voit, on l'a constaté, chaque fois que les copropriétaires mettent en concurrence un syndic, finalement, on les voit, ils viennent nous voir, et puis avec un tableau récapitulatif de tous les syndics qu'ils ont consultés. Et en reconstituant les colonnes... Ah oui, bon, pardon.
Donc, je disais qu'on le constate lorsque un conseil syndical met en concurrence leur syndic de copropriété, ils viennent nous voir avec un tableau récapitulatif des offres reçues, et notamment avec une compilation, les horaires, les tarifications, etc., l'assemblée générale supplémentaire, et puis faisant effectivement une comparaison pour décider de leur choix en plus du forfait. Donc là, on a redemandé qu'il y ait une fiche synthétique. Cette fiche synthétique, plutôt que d'avoir un contrat en 14 pages, que beaucoup de copropriétaires ne lisent jamais et recherchent uniquement les conditions tarifaires, d'avoir une fiche synthétique, intelligente au moins, et les superposer entre elles, et notamment d'avoir une véritable visibilité et transparence sur les prestations proposées et avoir une parfaite lecture. Je crois que c'était quelque chose de normal et quelque chose d'une avancée. Même moi, j'aurais été favorable à ce que ce contrat type que vous recevez imprimé en 14 pages, je dirais on y fasse référence, qu'il est toujours le même et qu'on se serve uniquement de cette fiche synthétique. Ça aurait été beaucoup plus simple, je crois, dans la lecture, en précisant que le syndic se conforme, les prestations du syndic sont conformes au contrat type. Alors, sur l'extension des prestations, oui, il y a eu un grand débat, notamment parce que le contrat finalement type de la loi Allure enferme un peu les syndics dans une limitation de prestations et, je dirais, évite toute innovation de la copropriété. Il n'est pas question de déroger au contrat type, mais simplement les copropriétés évoluent très vite. Vous savez que cette loi sur la copropriété, aujourd'hui, a 52 ans, 54 ans, pardon. La loi 65. Plus de 60 ans maintenant. Ça fait 65. Ah oui, pardon. 54 ans. Je dirais, elle a été sans arrêt modifiée, mais on ne va pas revenir sans arrêt. Normalement, les ordonnances qui ont été adoptées, ça reste pour un bon moment, et on ne reviendra pas sur ce texte. Or, je dirais, les évolutions sont tellement rapides qu'on a besoin aussi de permettre aux assemblées générales de décider d'autres prestations qui ne seraient pas prévues dans le contrat type. Alors, il ne s'agit pas de déroger encore une fois au contrat type, je le précise, mais pour ça, nous avons défendu, nous, la notion d'un contrat socle. Un contrat socle qui est un contrat de base et sur lequel on pouvait adopter des prestations effectivement complémentaires. C'est un contrat type, mais on peut conclure d'un autre contrat contenant d'autres prestations. C'est ce qui, effectivement, aujourd'hui existe dans le texte. Alors quoi, par exemple, ça peut être des prestations de conciergerie. Ça peut être effectivement des services que des copropriétaires souhaiteraient et qui ne sont pas permis par le contrat type. C'est-à-dire que le but, c'est de ne pas enfermer le fonctionnement de la copropriété dans un seul contrat, mais permettre aux copropriétaires, aux assemblées générales, de décider d'autres prestations si elles ont envie effectivement de le faire. Alors là, je comprends très bien l'hésitation et la crainte des consommateurs, et ça, je leur fais confiance pour assurer une veille notamment permanente sur des dérives éventuelles. Je crois dans notre profession, il y en a qui ont beaucoup d'ingéniosité à trouver de nouveaux dispositifs. Je pense que les associations de consommateurs seront dans leur rôle à ce moment-là. Ils assureront la veille que finalement qu'il n'y ait pas de déviance ou de dérive à l'utilisation de ce contrat complémentaire au contrat type. Voilà. Sur le contrat complémentaire, effectivement, nous on était extrêmement opposés. D'ailleurs, de débat, on en a eu très peu sur le sujet, vu qu'on a quasiment été mis devant le fait accompli sur la rédaction finale, telle qu'on l'a dans l'ordonnance. Surtout, la crainte, c'est laquelle? C'est que la loi Allure avait mis fin à tout débat. Je veux dire, à savoir quelle est la définition des prestations de gestion courante du syndic. Ça a commencé dans les années 80, on a eu 2 avis du Conseil national de la consommation dans les années 90 et dans les années 2000, on a eu 2 avis de la Commission nationale des clauses abusives sur ce qu'il doit y avoir dans le contrat de syndic, on a eu un arrêté, l'arrêté Novelli, fin des années 2000 sur le sujet. Maintenant, on a tourné autour du pot, il faut dire les choses telles qu'elles sont, pendant plusieurs décennies. On a enfin la loi Allure qui arrive en 2014, alors que tout le monde était déjà presque KO et on avait assez de ces sempiternels débats, pour dire voilà, on siffle la fin de la récréation, le syndic, il doit faire ça, à minima, sans possibilité d'y déroger, même si ce n'est pas prévu contractuellement, et les prestations exceptionnelles, elles vont être limitatives et vont être les mêmes pour tous les syndics. Donc, il n'y avait plus de débat. Alors, ça ne veut pas dire que les syndics n'arrivaient pas non plus à facturer d'autres choses, hein, parce que je veux dire, le contrat type, il a beau être un contrat type, je veux dire, c'est ni plus ni moins qu'un document informatique et vous le modifiez. Donc, malheureusement, ça s'est vu dans les portions plus ou moins importantes. Mais au moins, on mettait fin au débat. Pour nous, cette prestation, ce vote complémentaire, il y a un grand risque de remettre
encore à nouveau sur la table cette notion de prestation gestion courante, et je suis persuadé, après peut-être que je me trompe, que des syndics, malgré tous les garde-fous de la loi, parce que la loi, l'ordonnance nous dit attention, ça ne peut pas être des prestations qui sont couvertes dans le cadre du contrat de syndic, je reste persuadé que des syndics vont s'amuser à découper, comme ils l'ont fait il y a 20 ans ou 30 ans, les prestations de gestion courante pour après les saucissonner et les mettre en prestations exceptionnelles. Non, ça s'appelle un procès d'intention, ça. Non, ça s'appelle tout simplement avoir pendant plusieurs décennies voir les mêmes types de clauses. Donc moi, j'ai entendu un syndic qui disait maintenant, grâce à ce type de prestation, on pourra facturer le prêt état daté. Je pense pas qu'il fallait attendre cette innovation de l'ordonnance pour facturer le prêt état daté. Surtout qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est uniquement des prestations entre syndicats et syndic, et non pas un copropriétaire particulier. Enfin bon. Alors là, je voudrais juste reprendre un tout petit peu le sujet, puisque finalement, nous avons des prestations dans le contrat de syndic qui sont, comme vous l'avez rappelé, maintenant obligatoires et même sanctionnées par des peines d'amende importantes au cas où le contrat de syndic ne serait pas accompagné de ce qu'on vous a indiqué, à savoir cette fameuse fiche d'information sur les prix qui permet de comparer beaucoup mieux maintenant les prix de chacun des contrats pour la mise en concurrence. Et si cette fiche d'information n'est pas jointe au contrat de syndic, et si le contrat de syndic n'est pas lui-même effectivement appliqué, tout manquement est désormais sanctionné par une peine d'amende importante, 3 000 € pour une personne physique, 15 000 € pour une société, et c'est la DGCCRF, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, qui peut venir faire des contrôles et vérifier le respect de ces dispositions. Donc non, on a au contraire une séparation, en tout cas juridiquement, une séparation très importante entre ce qui est du ressort du contrat de syndic, qui doit être rigoureusement respecté, et ce qui est justement une prestation complémentaire qui n'est pas soumise au contrat de syndic, qui ne correspond pas du tout aux missions qui sont décrites, qui sont la gestion courante et les prestations complémentaires en pourcentage sur les travaux. Tout ça, ça n'est pas compris dans cette prestation. Et la prestation complémentaire, elle est très différente de tout ça. Et elle doit être très différente de tout ça. Et on est sur des prestations, comme vous disiez, de conciergerie ou des prestations complémentaires qui n'ont rien à voir avec la mission du syndic. C'est justement peut-être pour compenser cette obligation de respecter des prix extrêmement bas, basiques, qui sont tous les mêmes et qui sont, c'est normal, sont en comparaison, mais vous avez des prestations dans certains endroits, et puis qui sont nécessaires, et puis on a une certaine modernité aussi, on a une certaine modernité à suivre. De plus en plus, on nous parle de peut-on avoir dans notre immeuble une salle de gymnastique ou des choses comme ça. Comment faire si on reste dans le cadre de la loi ancienne avec une impossibilité de se moderniser d'une certaine façon. On a, ne serait-ce qu'à Paris, des propriétaires qui viennent de différents pays étrangers et qui s'étonnent de la façon dont on est organisé, alors qu'eux-mêmes peuvent bénéficier de prestations complémentaires qui sont parfois considérées comme du luxe ici, mais qui, a priori, sont beaucoup plus répandues dans d'autres pays du monde. Et puis, moi j'ai une question. Ces prestations hors contrat, elles peuvent être conclues avec le syndicat des copropriétaires et tout est organisé, c'est-à-dire que ces prestations doivent être approuvées sur autorisation expresse de l'Assemblée générale, données à la majorité simple, donc pour préciser quel type de prestation il peut s'agir. Mais peut-on donner des prestations directement aux copropriétaires individuels ? Ça, j'ai cru comprendre que dans l'ordonnance, c'est possible également. En tout cas, ça a été légalisé. Vous parliez tout à l'heure de du pré-état daté. Le pré-état daté, c'est une invention des notaires. Ça n'a rien à voir avec l'état daté qui, lui, est plafonné. Et c'est bien indiqué maintenant que seul cet état daté, l'établissement de cet état daté est plafonné. Mais le pré-état daté, c'est quoi ? C'est réunir des documents pour permettre aux vendeurs de informer son acquéreur, ces documents que le vendeur est censé avoir à sa disposition, mais qu'il n'a la plupart du temps pas et qu'il demande au syndic de réunir à sa place. Ces prestations-là ont toujours été, depuis cette obligation mise en place par la loi Allure, exécutées par le syndic en dehors même de sa mission de syndic. Et c'est pour ça qu'on parlait de... le syndic fait un devis, précise quel sera le montant de l'établissement de ce pré-état daté, parce que ça demande quand même beaucoup de travail.
Et puis, ça n'était pas du tout dans l'ordonnance jusqu'à maintenant. Ce n'était pas du tout dans la loi, jusqu'à maintenant. Et j'ai l'impression que l'ordonnance a permis d'intégrer cette possibilité, c'est-à-dire que le syndic puisse donner des prestations particulières aux copropriétaires. Alors, c'est vrai que pour ce qui concerne la réunion des documents, ça va devenir, on va le voir tout à l'heure, peut-être beaucoup moins intéressant, puisque finalement, ces documents seront en ligne la plupart du temps, à partir du 1er juillet 2020, dans le cadre des dispositions qui ont été adoptées par la loi Elan, et en particulier du décret du 23 mai 2019. Mais on peut peut-être imaginer, je ne sais pas, qu'un syndic puisse donner des prestations personnelles à un copropriétaire individuel, non? C'est possible maintenant? Justement, c'était l'objet de nos démarches. On ne veut pas enfermer la copropriété de façon stricte et il faut que la copropriété puisse évoluer au fur et à mesure en fonction de notre évolution sociétale. On prend par exemple le vieillissement de la population. On peut avoir des copropriétés où il n'y a que des retraités. Est-ce qu'on se doit dispenser un jour d'organiser, David va certainement bondir, un portage de repas à domicile pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi un service de soins à domicile? Je ne sais pas, une salle commune. Et c'est pas, on ne va pas se transformer en agence de tourisme ni en agence de restauration, c'est pas ça. Mais simplement, les copropriétaires ont besoin d'avoir une souplesse à leur disposition pour décider de prestations dont ils auraient besoin. Mais dans l'état actuel et les législations précédentes, on ne pouvait pas le faire. Donc voilà. Mais il est hors de question, je le répète, de toucher au contrat type. Le contrat type, il existe. Le contrat complémentaire, notamment ou additionnel, finalement, relève de l'Assemblée générale sur des prestations qui seraient ressenties et dont auraient besoin les copropriétaires. Alors, peut-être allons-nous parler maintenant de la modification très substantielle des dispositions concernant la succession et des syndics. Ce qu'on appelait auparavant la démission et la révocation du syndic s'est considérablement transformé. De façon d'ailleurs un petit peu complexe à analyser, puisque les dispositions de l'ordonnance ne sont pas très claires dans la façon dont elles sont rédigées. C'est vrai. Alors, vous vous souvenez que dans le cadre de la loi Allure, il avait été prévu que la désignation du nouveau syndic vaut révocation du syndic en place. Ce qui avait entraîné pas mal de difficultés, puisque cette simple mention permettait finalement de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée générale la désignation d'un nouveau syndic, alors que le syndic avait été nommé pour encore 2 ans de plus. Et le simple fait de mettre à l'ordre du jour la désignation du syndic, pour peu que le syndic nouveau soit désigné, permettait de révoquer tout d'un coup l'ancien syndic alors qu'il était en cours de mandat. La Cour de cassation nous avait dit il n'y a pas de difficulté, il est révoqué, mais il n'aurait pas dû l'être, puisque son mandat devait encore courir pendant 2 ans. Donc il a droit de solliciter des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat en cours de mandat. Le problème, c'est qu'il fallait quand même qu'il ait demandé en justice. Bon, avant de les obtenir, il peut se passer un petit peu de temps, vous connaissez la justice comme moi. Et puis surtout, en attendant, il était déjà plus syndic, ce qui posait quand même des difficultés, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, c'était une disposition qui avait pour objectif d'éviter les chevauchements de différents contrats de syndic, puisque vous savez que des syndics, pour éviter de se retrouver à ne pas pouvoir convoquer l'Assemblée générale parce que le temps a passé, se débrouillent pour généralement prévoir que leur mandat est conclu pour 18 mois. Dans leur contrat, il reste encore 3 mois à courir lorsque l'Assemblée générale se réunit pour pour de nouveau les renouveler ou nommer un autre syndic. Ce qui faisait qu'il y avait des chevauchements un peu compliqué, puisque le syndic qui, par exemple, n'avait pas été renommé disait « mais moi, mon contrat, il n'est pas terminé encore, j'ai encore 3 mois à faire, et le nouveau syndic est déjà désigné, donc il pourra être désigné que dans 3 mois. » Bref, la loi Allure voulait régler ce problème, mais ça n'a pas fonctionné, puisqu'on se retrouvait avec des difficultés de mandats révoqués sans coup férir, et puis effectivement des gens qui en profitaient pour se débarrasser du syndic de cette façon-là. Donc l'ordonnance a prévu un nouveau dispositif, encore une fois un tout petit peu complexe, mais finalement qui est quand même assez satisfaisant quand on regarde de plus près comment ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordonnance distingue entre le non-renouvellement du syndic,
Oui, c'est ça, entre le non-renouvellement du syndic qui est en place, mais qui voit que son mandat se termine là, donc voilà, et puis la résiliation du mandat du syndic en place, ce qui était l'ancienne révocation. Pour ce qui concerne le non-renouvellement du syndic dont le contrat arrive à son terme, il est prévu maintenant que l'Assemblée générale devra toujours se réunir dans les 3 mois qui précèdent la fin du contrat du syndic. C'est quelque chose d'important puisque ça permet effectivement d'éviter de se retrouver sans syndic. C'est aussi un des soucis de l'ordonnance. Hein. C'est pas seulement le chevauchement, mais c'est aussi la copropriété qui se retrouve sans syndic. Donc si cette assemblée générale intervient 3 mois, dans les 3 mois qui précèdent le contrat, tout le monde peut avoir suffisamment de temps pour s'organiser de manière à ce qu'il n'y ait pas de difficulté de ce point de vue-là. Donc si c'est à l'initiative du syndic que le non-renouvellement a lieu, c'est-à-dire s'il n'a pas envie de se représenter, il doit, au plus tard 3 mois avant l'Assemblée générale, qui elle-même se tient dans les 3 mois qui précèdent la fin de son contrat, prévenir donc le conseil syndical de son intention de ne pas renouveler son contrat. En ce qui concerne l'Assemblée générale elle-même, il n'y a pas de difficulté, puisque si l'Assemblée générale se tient dans les 3 mois de la fin du contrat, il sera mis un terme au contrat de syndic lors de l'Assemblée générale. Sachant que désormais, l'Assemblée générale a c'est elle qui décide de la fin du contrat du syndic en place. C'est-à-dire, en réalité, elle va décider de la date à laquelle le syndic qui n'est pas renouvelé voit son contrat se terminer. Ça ne sera pas forcément lors de l'Assemblée générale elle-même, mais ça peut être un jour. Et d'ailleurs, c'est marqué dans l'ordonnance que ce sera forcément au plus tôt, un jour franc après la tenue de l'Assemblée générale que se terminera le mandat du syndic en place. Pourquoi ? Mais pour éviter ce qui se produit souvent en pratique, c'est que lorsque le syndic n'est pas renouvelé, parfois il part avant la fin de l'Assemblée générale, il emporte les feuilles de présence et l'Assemblée générale ne peut plus se tenir. Donc c'est la raison pour laquelle ce mécanisme a été prévu. Normalement, ça devrait fonctionner. Je vous passe la parole avant qu'on évoque la résiliation du contrat. Sur l'absence les termes, c'est l'absence de conclusion d'un nouveau mandat, voilà, parce qu'on a passé de longs moments à réfléchir sur la terminologie, puisque le contrat de syndic ne se renouvelle pas, c'est systématiquement un nouveau contrat. Donc oui, non, le principe de délai de prévenance, de ce délai de 3 mois est intéressant et devrait permettre effectivement d'éviter des abus, notamment des déménagements, des révocations ou des non-représentations un peu brutales en Assemblée générale. Après, à voir ce que cela va donner, notamment quelles sont les conséquences si le délai de 3 mois n'est pas respecté. Est-ce que l'AG est quand même valable ou non ? Est-ce qu'il y aura, dans quel cas est-ce que la responsabilité du syndic pourra être engagée ? Donc bon, pour le moment, on découvre. Après, on verra sur la pratique quelles peuvent être les conséquences, mais sur le principe même, ce dispositif est assez intéressant et devrait fluidifier et éviter des abus. Oui, le dispositif reçoit l'agrément des professionnels aussi. Ce qui est intéressant, c'est que l'Assemblée générale pourra décider de la fin du contrat, donc en répétant au plus tôt un jour après la tenue de l'Assemblée générale. Donc parce qu'effectivement, vous allez voir, ce jour complémentaire a une importance, notamment pour le solde des écritures et l'arrêté des comptes de la copropriété, la transmission à un autre syndic. Et puis voilà, s'il y a des choses en cours, ça permet aussi à l'Assemblée générale de décider elle-même de la fin de son contrat dans les 3 mois. Et notamment, s'il y a encore des travaux à terminer ou autres, le syndic effectivement peut rester en fonction selon le choix des copropriétaires. Oui, c'est vrai que pour ce qui concerne les conséquences, moi j'avais noté que finalement, on nous dit que tout ça peut se faire sans indemnité. Donc si ça ne se fait pas de cette façon-là, c'est avec risque de devoir verser une indemnité. Alors, risque de devoir verser une indemnité pour le syndic qui n'informerait pas le conseil syndical 3 mois avant la tenue de l'Assemblée générale de son intention de ne pas se représenter. Et puis risque d'indemnité pour le syndicat des copropriétaires s'il devait procéder à la désignation d'un nouveau syndic plus de 3 mois avant le terme initial du mandat du syndic en place, finalement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre à l'ordre du jour d'une assemblée générale en cours de route la nomination d'un nouveau syndic
c'est seulement lors de cette assemblée générale qui a lieu dans les 3 mois de la fin du contrat du syndic en place. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Bon, après, faudra voir sur la pratique, mais effectivement. Alors, pour ce qui concerne la résiliation du contrat. La résiliation du contrat qui peut avoir lieu à l'initiative soit du syndic, soit alors on verra ça, apparemment du conseil syndical. Puisque ces dispositions nouvelles nous disent que, vous vous souvenez que le syndic auparavant pouvait démissionner à condition de notifier cette démission dans un délai de 3 mois. Sauf que la difficulté résultait du fait qu'il n'y avait pas du tout d'obligation pour le syndic de convoquer une assemblée générale pour faire désigner un nouveau syndic. Donc là, c'est différent, justement. L'idée n'est pas de lui demander de donner un délai de 3 mois, mais de notifier sa volonté de résilier le contrat et de convoquer, on l'oblige maintenant, ce syndic qui démissionne, à convoquer une assemblée générale pour faire désigner un nouveau syndic. Donc cette convocation, à compter de la notification de sa volonté de résilier le contrat, ne doit pas être convoquée dans un délai inférieur à 2 mois. 2 mois, c'est pour permettre au conseil syndical ou au syndicat des propriétaires, s'il n'y a pas de conseil syndical, de trouver un nouveau contrat, un ou plusieurs nouveaux contrats de syndic. Je ne sais pas si ça... Oui. Après le dispositif, là encore, hein, on est sur une résiliation au cours de mandat. Donc là, les textes, ce qui est intéressant par rapport à les situations antérieures, c'est qu'ils prévoient des résiliations de la part des 2 parties. Donc c'est vrai que vous avez le syndicat et le syndic, vous avez un contrat. Et donc de fait, aussi bien le syndic que le syndicat pourront en cours de mandat procéder à sa résiliation avec la nécessité d'invoquer des motifs quand même légitimes. Là, on n'est pas dans l'hypothèse où vous êtes sur un non-renouvellement en fin de mandat. Il a fait ses 18 mois, on est à l'Assemblée Générale, on passe à un autre syndic. Non, là, vous l'avez désigné pour, par exemple, 2 ans. Au bout de 8 mois, vous vous rendez compte, ou le syndic se rend compte également qu'il y a un souci. Donc il va falloir invoquer ces motifs légitimes. Alors après, ça peut être dans les 2 cas. Ça peut être effectivement de la part du syndic. Si le conseil syndical veut se séparer du syndic, ça va être une carence, inaction, défaut de convocation d'une assemblée générale. À l'inverse, le syndic lui-même pourrait demander la résiliation du contrat s'il estime qu'il est en mésentente totale avec le conseil syndical, ou si les copropriétaires, par exemple, là encore, ce serait intéressant de voir quels sont les cas qui peuvent être invoqué, s'il se rend compte que les copropriétaires refusent systématiquement la réalisation de travaux, y compris des travaux liés à la sécurité de l'immeuble, et se dire je ne veux pas voir ma responsabilité engagée sur ce motif, et dans ce cas-là, je renonce au mandat. Donc c'est vrai que les 2 points sont envisagés, ce qui rend le dispositif intéressant. Par contre, là encore, ces chevauchements de délais et l'éventail des éventualités est tel que je pense que ça peut être un petit peu compliqué pour les copropriétaires, même pour les praticiens, d'envisager toutes les options et de bien appréhender tout le dispositif. Oui, Loïc Quentin. Oui, je crois qu'on va avoir beaucoup de pédagogie à faire, à former les syndics pour la compréhension et assimiler cet article. Oui, c'est vrai que c'est un peu complexe dans le sens où le syndic doit notifier sa volonté de résiliation au président du conseil syndical. Donc notifier, ça veut dire par lettre recommandée avec avis de réception, etc. dans le cadre des notifications en matière de copropriété. Ou à défaut de conseil syndical à l'ensemble des copropriétaires. Donc ça peut être important s'il n'y a pas de conseil syndical et qu'il y a beaucoup de copropriétaires. En plus, le fait de devoir préciser, le texte nous dit là où les inexécutions reprochées au syndicat des copropriétaires, ça risque de tendre un peu quand même les rapports, c'est pas très agréable. Et puis, c'est de la même façon pour la copropriété, avec la difficulté, moi j'ai noté, que ce n'est que le conseil syndical qui puisse être à l'initiative de la résiliation pour une exécution des obligations du syndic. C'était dans ce que vous avez cru voir également dans le cadre de... Oui, c'est à l'initiative du conseil syndical, donc on ne fait pas référence encore à l'absence de conseil syndical, ou est-ce que l'initiative pourrait émaner d'un copropriétaire lambda. Après, c'est vrai que le conseil syndical est le représentant, alors c'est un peu particulier, parce que ce terme n'apparaît pas dans les textes. Le conseil syndical est là pour assister le syndic et contrôler sa gestion. Et pourtant, vous trouverez dans de nombreuses décisions de justice le fait que les conseillers syndicaux sont également les mandataires de la copropriété. Ça s'entend en quelque sorte, et c'est pour ça que c'est normal que l'initiative ne puisse émaner que des personnes représentées par désignées en assemblée générale. Mais moi, à titre personnel, je suis assez sensible au principe de pouvoir et contre-pouvoir.
Et je trouve que c'est normal que le conseil syndical ait des prérogatives exorbitantes de droit commun et vraiment des prérogatives particulières qui est au-delà de ce qu'un copropriétaire, je dirais, lambda puisse faire. Autant c'est bien également qu'on puisse se substituer au conseil syndical malgré sa présence en cas d'inaction de celui-ci. Et là, c'est pas forcément le cas. Non, ça risque de poser une difficulté. Je remercie M. Quentin pour nous avoir informés de tout cela et il doit partir à une autre réunion très rapidement. Merci beaucoup. Nous allons continuer en ce qui nous concerne sur les nouvelles obligations du syndic, en rappelant que une ordonnance du 23 mai, on a beaucoup d'ordonnances en ce moment, une ordonnance du 23 mai 2019 a prévu la mise en ligne pour les syndics professionnels d'un certain nombre de pièces sur l'extranet, et ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020. Il s'agit pour la plupart de documents qui sont nécessaires, on l'a vu tout à l'heure, dans le cadre de la mutation d'un lot pour le vendeur. Donc ces documents seront mis en ligne à disposition des copropriétaires. Et c'est vrai que jusqu'à présent, la mise en ligne qui est en application depuis le 1er janvier 2015, c'est une obligation pour les syndics professionnels, ne distinguait pas, alors que la loi Allure nous en parlait, selon les documents qui étaient mis à disposition aux copropriétaires individuels, à l'ensemble des copropriétaires ou au conseil syndical. Là, vous avez une distinction des documents qui sont à disposition des uns et des autres et qui permettent donc d'avoir des informations importantes en matière de copropriété avec une plus grande transparence à ce titre. La seule chose, c'est qu'effectivement, c'est une obligation qui n'est applicable que pour les syndics professionnels. On n'a pas d'obligation pour l'instant avec les syndics bénévoles. Oui, ce qui s'entend également, parce qu'il faut avoir quand même du temps, des moyens, donc un particulier ne peut pas forcément créer lui-même ou avoir l'infrastructure lui permettant de créer un extranet. Donc là, l'obligation existe sur les syndics professionnels. Et ils doivent, à compter du 1er juillet 2020, effectivement, mettre à disposition sur cet extranet 3 types de documents. Des documents accessibles à tous les copropriétaires. Donc on va retrouver le règlement de copropriété, carnet d'entretien, fiche synthétique, PV d'assemblée générale, par exemple, les 3 dernières AG. Des documents accessibles aux seuls copropriétaires du lot concerné. Donc ça va être votre relevé de compte personnel, en quelque sorte. Et après, vous allez avoir les documents accessibles aux seuls conseillers syndicaux. Donc là, on va trouver, par exemple, tout ce qui est balance comptable, assignation en justice, ce type de documents. Donc vous avez un décret du 23 mai 2019 qui liste les documents qui, à minima, doivent figurer sur cet extranet. C'est donc une liste minimale, libre aux copropriétaires, au conseil syndical, au syndic, de rajouter d'autres documents. Sachant que cela n'entraînera pas forcément de majoration d'honoraires de la part du syndic, vu que les textes ne le prévoient pas. Alors moi, j'avais une petite question par rapport à ça. Je suis assez étonnée parce que dans l'ordonnance, notamment, est renforcée l'obligation de mise à disposition de la fiche synthétique qui doit être mise à disposition des copropriétaires. La fiche synthétique, rappelez-nous ce que c'est déjà la fiche synthétique. La fiche synthétique, c'est la synthèse du carnet d'entretien quasiment. C'est la fiche synthétique sur laquelle vous allez trouver le descriptif de la copropriété, donc le nombre de lots, années de construction, nombre de lots principaux et secondaires, les références du syndic et des éléments comptables. Alors cette fiche synthétique, qui a été créée par la loi Allure, le syndic la génère automatiquement, et là pour le coup c'est pas du figuré, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire par le biais du registre d'immatriculation. C'est-à-dire que le syndic qui a correctement immatriculé la copropriété au sein du registre tenu par l'ANA à ce sujet peut, d'une simple touche, pour le coup, générer automatiquement la fiche synthétique. Et c'est cette fiche synthétique qui est après transmise aux copropriétaires sur demande. D'ailleurs, l'ordonnance, ça fait passer, je crois, on était sur un délai de 15 jours de transmission de la fiche synthétique à un délai de 30 jours. Pourquoi 30 jours ? En fin de compte, on se rend compte, on le verra après, mais le conseil syndical, lui aussi, s'il ne reçoit pas un document dans les 30 jours, il y aura une pénalité de retard imputée sur les honoraires du syndic. Les auteurs de l'ordonnance ont donc voulu harmoniser les délais. Donc, à défaut de transmission de la fiche synthétique, il y aura des pénalités de retard qui seront infligées à défaut de transmission de la fiche synthétique aux copropriétaires, vous aurez des pénalités de retard qui seront imputées également sur la rémunération du syndic. Pénalités de retard qui seront fixées par décret. Pour l'instant, on n'a pas le montant. Ce n'est pas la même pénalité de retard que celle qui s'applique justement aux pièces qui n'ont pas été mises à disposition du conseil syndical. Théoriquement, donc 2 décrets différents. À l'heure actuelle, les pénalités sont fixées contractuellement
Donc vous avez certains syndics qui courageusement n'hésitent pas à mentionner 2, 3, 4, 5 centimes, 10 centimes, hein, vous voyez, presque des mécènes. Il y en a qui jouent vraiment le jeu, ils sont à 1 euro, 10 euros, voilà, on en voit, il y en a qui jouent le jeu, d'autres non. Et c'est vrai que lorsqu'on discutait avec la DGCCRF sur le respect ou non du contrat type, le syndic qui, dans son contrat type, met 0 euros, ne respectait pas le contrat, était donc en illégalité. Le syndic qui mettait 1 centime prévoyait effectivement un montant, certes il dévoyait un petit peu, quelque sorte, le principe de la loi Allure, mais il respectait quand même la loi, quelque sorte. Donc c'est vrai qu'il y a eu un renvoi sur un décret, ce qui je trouve est une très bonne chose. Après, je pense qu'il y aura certainement, enfin, je sais pas, mais j'imagine 15 euros pour faire le parallèle avec l'indemnité en cas de non-transmission d'un document au conseil syndical. Mais bon, ce seront deux décrets différents, on verra sur ce point. Oui, je m'interrogeais parce que justement, vous parliez tout à l'heure des documents qui doivent figurer dans l'extranet, et la fiche synthétique fait partie des documents qui sont théoriquement obligatoirement mis en ligne, à compter du 1er juillet 2020. Donc quel intérêt de prévoir une pénalité de retard en cas de non mise à disposition de la fiche synthétique ? Parce qu'il peut l'avoir déjà lui-même, en fait. Pardon ? Oui. Parce que quel intérêt de le prévoir alors que le syndic peut l'avoir ? Alors, pourquoi déjà, dans les faits, les deux dispositifs se sont en quelque sorte télescopés, parce que la fiche synthétique a été mise en place alors que le contenu minimal de l'extranet n'existait pas encore. On laissait le soin au syndic de l'alimenter. Après, c'est vrai que dans les faits, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'indemnités qui vont être infligées au syndic pour non-transmission. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le copropriétaire aura cette fiche synthétique directement sur l'extranet. Après, hypothèse qui n'est pas forcément d'école, hein. Tout le monde n'a pas forcément Internet, et si tout le monde voit, on a beaucoup de personnes qui peuvent avoir Internet, l'utilisation de l'outil informatique n'est pas forcément ouverte à tous. Donc, ah oui, mais alors voilà. Je m'interroge, si c'est mis en ligne et que le copropriétaire peut y avoir accès, il ne va pas pouvoir dire je n'ai pas Internet, et donc si vous ne me la donnez pas autrement, il y a une pénalité de retard qui va s'appliquer. C'est pas possible, si ? On verra. Ah oui. Moi, je me pose la question. Non, mais effectivement, après, je suis pas certain que beaucoup de copropriétaires qui puissent l'avoir eux-mêmes par voie informatique disent, je vous demande une indemnité parce que je vais avoir la fiche synthétique. Dans les faits, je pense pas que ça aura lieu. Après, peut-être que certains copropriétaires qui n'ont pas d'ordinateur chez eux diront, je veux que vous m'envoyiez. J'ai encore des adhérents qui m'envoient des courriers écrits au stylo à plume. Vous voyez, donc je ne vais pas leur envoyer sur un lien Internet, donc très clairement, parce qu'ils ne le liront pas. Donc je pense que pour certains types de copropriétaires, dans certains cas, oui, il y aura une demande, du document en physique. Mais bon, ça devrait demeurer extrêmement minoritaire. Par contre, pour tous les autres documents, parce que dans ce qui est accessible à tous, vous avez quand même, règlement de copropriété. Théoriquement, le copropriétaire l'a quand même. On lui a remis l'acte de vente, puis après il peut aussi aller le chercher. Le carnet d'entretien, je ne sais pas si beaucoup de syndics continuent de l'alimenter, ce document qui a été créé déjà par la loi SRU. Oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ça ne nous rajeunit pas. Donc voilà, les différents contrats en cours. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt intéressant parce qu'on les a eu dans le cas de l'AG, mais comme on a perdu les PV et la liasse de documents parce que ça prend de la place. Donc maintenant, on sait effectivement quels sont les contrats en cours, ce qui en quelque sorte permet aussi aux copropriétaires d'anticiper un peu le jour de contrôle des charges préalables à l'Assemblée Générale, dire finalement qu'est-ce que je vais regarder comme contrat, et puis finalement le contrat je le laisse sur Internet. Donc là encore, ce sera tout intérêt dans l'intérêt du syndic vraiment d'alimenter de façon la plus complète possible cet extranet, puisqu'en plus ce sera autant de temps gagné pour lui aussi, puisqu'il aura moins peut-être de copropriétaires susceptibles de venir contrôler les comptes chez lui, ou du moins les pièces justificatives. Alors sinon, en matière d'innovation, nous avons une modification aussi en ce qui concerne la transmission des archives. Sachant que c'est effectivement en fonction de la suppression de la dispense d'ouverture d'un compte séparé pour les copropriétés, les petites copropriétés de 15 lots au plus. Maintenant, ça ne rentrera en vigueur que le 31 décembre 2020 pour laisser la possibilité aux petites copropriétés de s'organiser. Mais cette dispense n'avait plus véritablement de justification, puisque la tenue d'un compte bancaire séparé, quelle que soit la taille de la copropriété, est une garantie de transparence importante. Le montant des sommes qui correspondent à la tenue du compte ne justifie pas cette différenciation, d'autant qu'il peut y avoir des petites copropriétés avec des gros budgets prévisionnels
beaucoup plus important parfois que des plus grandes copropriétés. Donc c'est une suppression de bonne loi, je dirais. Sur ça, oui. Bon, après, je pense qu'il y avait de moins en moins de copropriétés, enfin même petites copropriétés, je suis pas certain qu'elles avaient un compte unique. On était vraiment sur un compte séparé qui, là encore, sur le principe, avait été mis en place déjà avec la loi SRU. Il a fallu attendre la loi Allure en 2014 pour nous dire, maintenant le compte bancaire séparé, ça va être pour toutes les copropriétés sans possibilité de dispense, sauf après, voilà, pour éviter un trop grand changement pour les syndics, on a permis cette exception. Non, je pense que ça allait dans l'air du temps. Même les syndics ont admis, et je lisais le PV de la FNAIM, M. Quentin n'est plus là, mais que lui-même disait que oui, pour les petites copropriétés, ça s'entendait de supprimer cette possibilité de dispense, puisqu'on est sur de la transparence et la fluidification de la gestion. Donc, en matière de transmission des archives, on a des modifications qui sont consécutives à cette suppression, puisque désormais, puisque tout le monde aura un compte bancaire, toutes les copropriétés auront un compte bancaire séparé, il n'est plus indiqué que la transmission des fonds s'effectue dans le délai d'un mois. Il n'y a plus de transmission des fonds. C'est la transmission des informations concernant les références du compte bancaire séparé et les coordonnées de la banque, ce qui est beaucoup plus logique. En ce qui concerne la transmission des archives, vous avez aussi une modification, en ce sens que désormais, il y a ce qu'on appelle la portabilité des archives. Et ça, c'est un élément très important. C'est très important, ça résulte vraiment de la création de l'extranet, parce que l'extranet va devenir en quelque sorte un lieu d'archivage numérique de la copropriété. Le problème, c'est qu'il est créé par le syndic. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous changez de syndic? Qu'est-ce qu'il advient de toutes vos archives que vous avez pu mettre, qui peuvent exister de façon dématérialisée sur cet extranet? Voilà, le texte nous prévoit, et ça c'est une très bonne chose, que il doit y avoir une portabilité, c'est-à-dire que le syndic doit transmettre aussi ces mêmes documents et dans un format téléchargeable et imprimable. Donc il ne faut pas qu'il y ait une codification, un obscur outil informatique qui rendrait incompatible avec un nouvel extranet. Il faut que ce soit téléchargeable et imprimable. Donc en gros c'est un PDF, ni plus ni moins. Mais comme ça, on pourra pérenniser les archives et l'histoire de la copropriété. Ça, c'est vraiment important, puisque les archives de la copropriété appartiennent à la copropriété et ne peuvent pas rester chez le syndic pour raison d'absence de portabilité. C'était véritablement un souci de la part des copropriétaires d'assurer cette portabilité. C'était un souci des copropriétaires, c'était un combat aussi. Je rends à César ce qui appartient à César, à la FNAIM, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Ils étaient sur le devant de la scène pour la mise en place de l'extranet et ils étaient aussi au front sur cette question de portabilité. Et, je le leur rends. Loïc Quentin sera très heureux d'entendre ça. Ouais, je peux pas dire que du mal des professionnels, c'est pas possible. Donc voilà. Alors, dernière chose, et non des moindres, le pouvoir du conseil syndical pour demander en justice l'application des pénalités de retard en matière de défaut de transmission des pièces au conseil syndical. Nouveauté de l'ordonnance. Nouveauté de l'ordonnance sur ce point. Je ne suis pas certain que le conseil syndical utilise beaucoup cette ouverture, mais elle est à souligner. Intéressante. Après, disons que c'est quand même un nouveau pouvoir du président du conseil syndical, encore une fois. Oui, c'est un nouveau pouvoir. Alors, on sent bien l'objet de l'ordonnance, qui c'était en même temps dans l'habilitation parlementaire. C'était accentuer, augmenter les pouvoirs du conseil syndical. Donc là encore, le conseil syndical pourra effectivement agir sur ce sujet-là. C'est vrai qu'on s'interrogeait, puisque la loi Elan nous avait dit qu'il y avait des pénalités de retard. On avait eu une ordonnance du 23 mai 2019 qui nous disait qu'elle était de 15 € par jour. Simplement, on se demandait de quelle façon déduire les pénalités de retard, comment procéder à cette imputation, à quel moment. Donc là, l'ordonnance, quand même, nous répond sur ce sujet. Tout à fait. Après, dans les faits, la pénalité de retard, vous la calculez comment ? Pénalité de retard, c'est à partir de la demande. On ne parle pas de notification. C'est-à-dire que le conseil syndical, il va envoyer un mail, il va dire au syndic, voilà, je veux un mail. C'est très bien qu'il y ait une pénalité de retard en cas de transmission tardive. Dans les faits, ça va être compliqué. Je ne sais pas s'il y aura énormément de demandes ou sinon on aura déjà des relations qui seront extrêmement, je dirais, musclées, si je puis dire, entre le syndic et le conseil syndical. Parce que déjà, il faut déterminer la date la réalité de la demande et le point de départ. Donc vous allez envoyer un courrier recommandé. Généralement, le conseil syndical, il fait quoi? Il envoie un mail, il envoie un deuxième mail, il appelle, vous avez déjà perdu 15 jours, après vous allez envoyer votre recommandé. Moi, en plus, je ne sais pas, sur le calcul du point de départ, est-ce qu'on considère que l'on est sur, comme les notifications, en présentation de la date de la première présentation, ou est-ce que l'on est sur la remise effective?
Tout simplement parce que le texte ne parle pas de notification de la demande du conseil syndical. Or, la dérogation sur le calcul des points de départ du délai, c'est précisément toutes les notifications prévues dans le cadre de la loi de 65 et le décret de 67. L'Assemblée générale, le point de départ de la convocation, c'est effectivement à partir de la première présentation de la poste, peu importe que vous ayez le document, le courrier, 10 jours après. Ce qui est logique. Un copropriétaire pourrait, en refusant de recevoir une convocation, influer sur le délai de convocation et la validité même de l'Assemblée générale. Je vous fais un parallèle en matière locative. Un bailleur délivre un congé, doit respecter un délai de préavis de 6 mois. Le point de départ, c'est la remise effective du congé au locataire. Donc s'il s'est pris trop tard par rapport à son délai de préavis de 6 mois, et si le locataire, par exemple, de mauvaise foi, ne va pas chercher le recommandé, le laisse à la poste, et puis après le courrier repart chez le bailleur, il peut se passer quasiment un mois, ne plus être dans le délai. Sur ce point, je ne sais pas. Le point de départ, j'ai un peu de mal, j'arrive pas à le calculer. Donc déjà, idéalement, il faudra que le copropriétaire, le conseil syndical, envoie un recommandé au syndic pour dire je veux tel document. Je pense que pour en arriver déjà à ce stade, il y aura des relations assez tendues avec le syndic et très clairement, faudra vraiment envisager dans ce cas-là de se débarrasser du syndic plutôt. Oui, parce que la formule est très sibylline. C'est vrai que les questions que vous posez ne sont pas résolues. La formule est bizarre, parce qu'on nous dit que c'est à déduire. Alors, auparavant, c'était sur la base des honoraires, sur les honoraires de base du syndic que les pénalités devaient être déduites. Maintenant, l'ordonnance nous dit que non, c'est sur c'est sur sa rémunération annuelle, hein, maintenant, forfaitaire annuelle. Donc, c'est quand même plus clair. Bon. Sur ce point, oui, puisque se posait la question quels sont les honoraires de base. Oui, quels sont les honoraires de base, c'était un peu curieux. Ensuite, c'est lors de l'établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l'Assemblée générale pour approbation. Là, ça va, on comprend. Mais par contre, tout d'un coup, à défaut, c'est vrai, on s'était dit, qu'est-ce qui se passe si le syndic qui s'en va ne déduit rien du tout de tout ça, et il n'y avait rien du tout de prévu. Donc là, l'ordonnance nous dit, bah voilà, on va prévoir quelque chose. On prévoit quelque chose, et c'est le conseil syndical qui s'y colle. C'est le président du conseil syndical qui s'y colle. Bah, il va peut-être pas aller en justice pour demander ce genre de choses. Non, il peut y avoir de toute façon, il y a des actions simplifiées. Bon, de toute façon, c'est bien de l'avoir prévu, tout état de cause. Et dans certains cas, je veux dire, surtout lorsque vous avez des relations compliquées, ça peut faire déjà un petit pécule. Donc, il faut le prévoir. L'idée étant, au final, après, d'inciter aussi les syndics à transmettre les documents. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que ce soit comminatoire. C'est pas pour que ce soit indemnitaire. C'est pour que le syndic se dise, il va falloir que je donne les documents, parce que sinon j'ai une pénalité, parce que sinon j'ai un président de conseil syndical qui peut m'assigner, même s'il le fera jamais, mais il y a toujours cette épée de Damoclès sur la tête, et c'est un peu l'idée. Voilà. Tout dernier point, l'affichage dans les parties communes de l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale. Je vais y arriver. Donc c'est sur la base, c'est un décret du 27 juin, décidément, 2019, qui n'entre en vigueur que bientôt, je crois. Non, qui est déjà entré en vigueur, pardon. Mais est-ce qu'on l'a vraiment appliqué? Je ne l'ai pas encore vu beaucoup. Déjà, l'affiche. Alors là, on est sur un affichage dans un délai raisonnable. Je laisse le soin après aux juristes de définir ce qu'est un délai raisonnable. C'est comme le canon, hein, ça prend un certain temps, voilà. Oui, c'est ça. Puis du canon. Donc, qu'est-ce qu'un délai raisonnable? Bon, voilà. En vue d'informer les occupants, les copropriétaires notamment, sur l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale et le délai de convocation de l'AG. L'idée, c'est quoi? C'est de leur dire, ben voilà, l'AG aura lieu dans 6 semaines, par exemple. Sachant qu'il y a un délai de préavis de 21 jours, il vous reste en gros 3 petites semaines pour m'envoyer vos documents si vous voulez poser des questions, voire des résolutions inscrites à l'ordre du jour. Donc c'est une très bonne chose sur ce point, parce que certains syndics, certaines assemblées générales, parfois ne se réunissaient pas forcément à une date calendaire. Parfois, c'était au mois de février, l'année d'après, c'était au mois de mars, et puis après, on revenait au mois de février, et après, on était au mois d'avril. Ça dépendait du syndic, de la disponibilité des salles, du conseil syndical, si elle a pu contrôler les charges, effectivement. Donc, il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient qu'on savait grosso modo, à 2-3 mois après, la période de convocation de l'assemblée générale, mais pas forcément avec précision. Donc là, cette information, sur ce point, est intéressante et va permettre aux copropriétaires, donc, le cas échéant, de faire valoir leurs droits, ou du moins d'y penser. Surtout que l'affichage doit reproduire les dispositions des lois et décrets sur la possibilité pour un copropriétaire de demander l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour. Donc sur ça, c'est bien. 2 points toutefois. D'une part, c'est sans incidence sur la validité de l'Assemblée générale. Le syndic n'a pas affiché, ça ne va pas invalider l'Assemblée générale pour autant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. Imaginez un copropriétaire qui veut réaliser des travaux, qui voulait solliciter l'autorisation de l'Assemblée générale. Le syndic n'a pas procédé à ce préaffichage en quelque sorte. Il n'a pas pu procéder
Il n'a pas pu poser la question, il a demandé son inscription à l'ordre du jour. Il pourrait y avoir, s'il démontre un préjudice, une responsabilité du syndic. Mais voilà, il n'y aura pas d'influence sur la résolution de l'Assemblée générale. Deuxième point, alors là, pour le coup, je vais être plus méchant, si je puis dire, ou peut-être plus sceptique. Il y a une obligation similaire qui existe depuis la loi SRU de décembre 2000 d'affichage des procès-verbaux des Assemblées générales. Ça existait déjà avec la loi SRU 13 décembre 2000. Oui. Ça a été mis non pas dans la loi de 65, mais dans un obscur article de la loi du 23 décembre 86, dont les 3/4 des articles ont été supprimés par la loi du 6 juillet 89 sur un rapport locatif. Il doit rester que 5-6 articles de la loi de 86 qui s'appliquent et qui concernent surtout en fin de compte le logement social ou les rapports collectifs des locataires. Et il y a une disposition effectivement dans l'article 44 qui nous dit que le syndic procède, pour l'information des occupants, procède à l'affichage d'un PV abrégé des principales dispositions et résolutions votées en Assemblée générale. Donc, en 2000. 2014, la loi Allure qui reprend quasiment la même disposition, qui l'insère cette fois-ci dans la loi de 65, la loi relative à la copropriété, sans pour autant abroger la loi de 86. Donc on appréciera la voilà. Mais c'est vrai que la loi de 86 s'applique aussi aux locataires, c'est tous les occupants. Tout à fait. Tout à fait. Et de fait, cet affichage, moi, j'ai jamais vu, qui existe depuis quand même, depuis presque 19 ans, je ne l'ai jamais vu. Alors, ce préaffichage-là, je demande à voir. Mais c'est vrai que le dispositif est intéressant de ça, c'est qu'à titre d'information des copropriétaires. Simplement, on peut se poser la question de savoir ce que ça veut dire un affichage dans les parties communes maintenant à l'heure de l'extranet. Oui, mais à l'heure de l'extranet, vous avez quand même un immeuble avec un hall d'entrée et des boîtes aux lettres. C'est vrai, ça reste. Donc moi, voilà. Ou sinon, après... Après tout si vous aimez le cinéma, vous avez Ready Player One de Spielberg qui est sorti il y a quelques mois. Donc voilà. Mais sinon, voilà, vous avez quand même vos halls d'entrée. Et vous avez quand même des textes comme l'affichage et modalités de consultation des pièces justificatives. C'est clair, vous avez l'extranet. Mais attention, l'extranet se veut comme un lieu d'archivage. Après, vous pouvez faire de l'extranet ou du carnet numérique du logement, de ce que vous voulez, des lieux également de convivialité ou d'échange. L'extranet stricto sensu n'est pas un lieu d'échange, c'est un lieu de dépôt d'archivage. Après, vous pouvez aller plus loin et vous avez des organismes qui proposent effectivement des sortes de carnets numériques du logement très développés avec forum pour les copropriétaires, échange avec les conseils syndicaux, information sur le changement du code du digicode à l'entrée, date effectivement de convocation de la prochaine assemblée générale, ce genre de choses. Mais c'est vrai que vous avez également un hall d'entrée. Je crois que le temps qui nous était imparti est désormais terminé et je remercie David Rodriguez, Loïc Quentin qui est parti et vous-même. Merci beaucoup. Merci.